Alors, Mathilde, pour bien comprendre ce financement, il faut quand même revenir sur une législation qui est aujourd'hui vieille d'environ 25 ans. Oui. Et est-ce que tu peux nous rappeler, en gros, les 5 règles principales qui encadrent le financement d'une campagne présidentielle ? Oui, si on veut faire simple, on peut effectivement retenir 5, côté recettes et côté dépenses. Côté recettes, maintenant tout le monde le sait, les entreprises n'ont pas le droit de donner aux partis et aux candidats. Les personnes physiques, les particuliers peuvent donner, mais jusqu'à 4 600 pour une campagne et 7 500 pour un parti. Et troisième règle, puisqu'il y a très peu d'argent privé, l'État finance les partis. D'abord, directement, c'est par exemple 25 millions pour le Parti Socialiste en 2015, 5 millions pour le FN, je crois, 18 pour les Républicains, et finance les campagnes via le remboursement des frais de campagne, jusqu'à moitié des frais dès lors que vous faites 5% des voix. Ça, c'est côté recettes. Côté dépenses, il y a 2 règles simples. La première, pour les campagnes, c'est plafonné. 22,5 millions pour la présidentielle au second tour, mais sinon c'est 16,8 millions au premier, si vous êtes éliminé. Et puis, deuxième règle côté dépenses, il y a un contrôle. Alors on va voir qu'il est plus ou moins bien réalisé. Pendant les campagnes, c'est une commission administrative indépendante qui contrôle. Et pour les partis politiques, ce n'est pas cette commission des comptes de campagne, on l'oublie souvent, c'est des commissaires aux comptes choisis par les partis, rémunérés par les partis, et bien souvent qui sont les mêmes pendant des décennies. Voilà. Et qui sont chargés de valider les comptes. De valider les comptes, qui sont ensuite publiés de façon succincte. Alors ces règles, elles sont... on a longtemps cru en France que c'était quasiment les meilleures au monde. J'ai retrouvé une citation de Jacques Chirac en 2007, juste avant la campagne, qui faisait une tribune dans Le Monde pour nous expliquer que la France était à la pointe de la rigueur et de la modernité pour ces règles de financement de la vie politique. Donc tout semblait absolument sous contrôle. La réalité, c'est que ces règles, elles sont, certains les enfreignent, et puis elles sont aussi contournées, parfois en toute légalité. Je donne juste un seul exemple pour lancer la discussion, qui est méconnu parce qu'il est récent. Depuis 1995, les entreprises ne peuvent pas donner, mais dans un avis tout récent qui date de février, qui est passé complètement inaperçu, le Conseil d'État a rendu un avis pour dire que si les entreprises ne pouvaient pas donner, elles pouvaient prêter, sans plafond de montant, dès lors qu'il y avait un taux d'intérêt conforme au marché, dès lors qu'il y avait un échéancier de remboursement. Mais donc le législateur qui voulait couper tout lien entre les entreprises et les partis ou les candidats, on se retrouve aujourd'hui avec un contournement de l'esprit de la loi et la possibilité pour les entreprises de prêter, y compris des millions, pour des campagnes. Alors, cette question elle a été soulevée par un candidat, tout récemment. Son nom n'est pas public. Il n'est pas impossible que ce soit Marine Le Pen qui ait soulevé cette question-là auprès du Conseil d'État. En tout cas, c'est une sacrée nouveauté. Marine Le Pen qui se plaint de ne pas pouvoir emprunter aux banques françaises, et donc cet avis du Conseil d'État pourrait permettre à des entreprises de prêter au Front National. Exactement, comme à n'importe quel candidat. Comme à n'importe quel autre candidat, c'est ça. Elsa Foucault, vous êtes l'une des responsables de Transparency International, l'organisation de contrôle, une vigie toujours très spécialisée sur ces questions, et qui vient de rendre un rapport et des propositions, surtout, pour un meilleur encadrement du financement de la vie politique. On va y revenir en détail, mais d'ores et déjà, quelles sont les urgences que vous mettez en avant pour réformer ce système de financement ? Oui, alors c'est pas exactement un rapport, c'est une interpellation des candidats à la présidentielle pour demander des engagements. Et ça, je pense que c'est peut-être un premier point sur lequel on peut commencer. La transparence des campagnes électorales a fait l'objet d'une actualité plus ou moins récente, mais pas forcément récente d'ailleurs, et n'était pas spontanément dans les programmes des candidats. C'était vraiment l'objectif de notre action de demander au prochain président de la République de s'engager sur ces sujets pour que il ne tombe pas dans uniquement le commentaire de l'actualité, mais soit vraiment se traduisent par des engagements puis des réformes. Alors oui, effectivement, je pense que, et c'est certainement encore le cas, la France a quand même un arsenal juridique qui reste quand même globalement satisfaisant, mais qui effectivement n'est pas uniquement sur l'encadrement, mais aussi sur une logique de plafonnement pour assurer une égalité aux candidats. Et de ce point de vue-là, l'arsenal juridique répond en grande partie à cet objectif.
Effectivement, en revanche, sur le côté contrôle, il y a encore quelques maillons faibles. Alors, les maillons faibles, ça va être effectivement le financement des partis, des micro-partis, on pourra peut-être y revenir, et les flux entre les partis et les comptes des partis et les comptes des campagnes électorales, qui théoriquement sont bien distincts, mais en pratique beaucoup plus poreux et surtout manquent beaucoup de transparence. Et puis par ailleurs, c'est moins la législation qui est en cause que les moyens mis en place pour garantir son application. Donc effectivement, il y a cette commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui est indépendante, mais qui a très peu de moyens d'enquête, en fait. Alors, très peu. Elle a quand même invalidé les comptes de la campagne de 2012. Donc, il ne faut pas non plus... Voilà, mais ça a quand même été transmis par la commission. Donc, voilà, mais 20 millions d'euros. Exactement, c'est ça. C'est exactement ce vers quoi je veux aller. D'un côté, ça fonctionne, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien et qu'on est sur une page blanche. Néanmoins, quand la commission, effectivement, n'a pu détecter que 400 000 euros de dépassement, loin des pratiquement 20 millions d'euros. C'est comme si on diagnostiquait une grippe à quelqu'un qui a une maladie mortelle, en fait. Voilà, alors c'est un peu ça. Et ça pose aussi la question des contrôles qui sont uniquement a posteriori. Donc, dans le cas d'un candidat qui serait élu et dont les comptes ensuite feraient l'objet d'irrégularités constatées, du coup, uniquement a posteriori, ça pose évidemment un sujet démocratique qui a d'ailleurs été posé par Roland Dumas en 95. Pour 95, voilà. Voilà. Donc, comment faire ? Nous, donc Transparency International, nous avons demandé aux candidats, et donc au prochain président de la République, de s'engager sur une transparence des dépenses des partis et des comptes de campagne en période électorale. C'est-à-dire une transparence en direct, c'est ça ? Une information en direct sur les dépenses engagées. En direct. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils sont sur un système quasiment en direct. Après, il faut voir la faisabilité, mais c'est l'idée en tout cas. En tout cas, sortir d'un système de contrôle uniquement a posteriori sur pièce, avec des moyens d'investigation limités, voire parfois inexistants de la commission. Et donc inverser... donc très concrètement, c'est tel meeting a coûté tant, tel déplacement du candidat a coûté telle somme, vu les moyens engagés, etc. Et tout ça se fait au fur et à mesure de la campagne. Voilà, intervalle régulier, en tout cas, sortir du système de contrôle uniquement a posteriori. Il y a également un besoin de contrôler les dépenses des parlementaires, les dépenses des groupes parlementaires. Ça a fait l'objet d'affaires qui peuvent être liées aux questions de financement des campagnes. Et puis, mettre en place aussi un dispositif de centralisation des données, parce que on prend par exemple l'exemple du plafonnement des dons. Aujourd'hui, on ne peut pas faire plus de 7 500 € de dons, tout parti politique confondu. Ça, c'est nouveau, ça date seulement de 2014. Encore faut-il que la commission des comptes de campagne ait les moyens d'identifier les doublons, de croiser. Donc voilà, permettre une comptabilité croisée des partis et des comptes de campagne en amont des élections, permettre une transparence des comptes de campagne et puis améliorer la centralisation des données. Parce que vous dites on a un arsenal législatif qui est performant. Et en même temps, et je voulais interroger Fabrice là-dessus, je crois que la dernière grande loi sur le financement, elle date de 1995. 95, c'est l'année présidentielle qui voit l'élection de Jacques Chirac, avec cette scène surréaliste d'un conseil constitutionnel qui demande aux rapporteurs du conseil de réécrire leur rapport pour ne pas avoir à devoir rendre sur public le fait que Chirac a explosé tous les compteurs. Et depuis 95, à part l'élection de 2002, sur laquelle on a peu d'informations, il est aujourd'hui établi que toutes les élections présidentielles ont été massivement truquées, ce qui est quand même un peu problématique, non, c'est ça ? Oui, alors, moi j'ai une vision un peu plus pessimiste que Transparency International. C'est-à-dire, je pense que la loi est molle et que la pratique est tortueuse. La loi est molle parce que
depuis 30 ans que le législateur réfléchit à ce qu'on appelle la moralisation de la vie publique, il ne le fait que successivement à l'éclatement de scandales et d'une opinion publique ou des opinions publiques qui sont sensibilisées à cette question. Ça n'est jamais un programme politique, un programme législatif en tant que tel de légiférer sur ces questions et notamment sur les questions de financement politique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on fait tout dans l'urgence. On fait tout un peu n'importe comment, parfois en dépit du bon sens, même s'il y a des avancées qui sont réelles. Et ça rejoint exactement ta question, François, c'est que la démonstration dans les faits et la pratique, c'est que de 95, 2002, entre parenthèses, 2007 et 2012, nous avons 3 affaires judiciaires absolument vertigineuses en ce qu'elles comportent comme terme d'accusation sur la pratique et ce rapport entre l'argent et les campagnes électorales. 95, en effet, une affaire qu'on connaît bien ici, l'affaire Karachi, où comment un Premier ministre, Édouard Balladur, qui n'a pas le soutien de son parti, donc qui n'a pas les moyens financiers du parti, comme l'avait son concurrent de droite, Jacques Chirac, le RPR, profite de la commande publique puisqu'il est Premier ministre, et pas n'importe laquelle, les marchés d'armement avec des pays pas n'importe lesquels, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, pour dégager des fonds occultes et financer sa destinée présidentielle. C'est en 95, on est en 2017, tout ça n'est toujours pas jugé. Toujours pas jugé. C'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir un procès sur les seconds couteaux, sur la doublure de Léotard, ministre de la Défense, doublure de Nicolas Sarkozy, ministre du Budget, doublure de M. Balladur, Premier ministre. En ce qui concerne les ministres eux-mêmes, on est devant ce furoncle démocratique et la Cour de justice de la République qui a démontré qui n'a pas démontré une folle activité judiciaire depuis quelques décennies qu'elle existe. Ça, c'est 95. 2007, c'est un autre tour de passe-passe. Comment, c'est le soupçon judiciaire, un candidat, Nicolas Sarkozy, va chercher des financements auprès d'une dictature effroyable, ubuesque, la Libye de Mouammar Kadhafi, les valises en espèces, tout ça commence à être documenté par la justice. Il y a des mises en examen, y compris Claude Guéant, ancien directeur général de la police, ancien ministre de l'Intérieur, ancien secrétaire général de l'Élysée et ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Et 2012, on l'a vu avec la séquence et l'interview de Jérôme Lavrieux par Mathilde, c'est encore autre chose. On est dans un système plus artisanal, on va dire, de la bonne vieille fausse facture pour dissimuler des faits et des dépenses financières qui n'ont pas lieu ici, mais qui ont lieu là. On voit bien que de tout cela, de ce paysage, on est quand même en France dans une situation qui, bien sûr, il y a eu des évolutions. Bien sûr, le cadre législatif existe. Il n'y a pas rien. Mais vu l'existence de ces 3 élections maîtresses de notre vie démocratique qui sont aujourd'hui scrutées par une justice qui, en dépit d'un manque de moyens et d'une précarité hallucinante, qu'elle soit la précarité des moyens d'enquête de la police ou des juges ou des procureurs en France, arrive à documenter tout ça. Moi, je pense qu'on est encore dans un crépuscule législatif, institutionnel, culturel, politique vis-à-vis de ces questions. Parce que Elsa Foucault, c'est vrai que quand on voit cette commission des contrôles des comptes qui ne voit pas passer l'affaire Big Malion, et je dirais que telle qu'elle est conçue, et avec les compétences qui lui sont accordées, elle ne peut pas l'avoir. Donc c'est pas, je dirais, ça serait pas faire un reproche de vous avez tenté de pousser sous le tapis l'affaire embarrassante. C'est que simplement c'est en dehors de ces écrans radars. Et l'affaire Big Malion, c'est de mémoire, c'est 20 millions d'euros. C'est-à-dire c'est le double des 22 millions et demi de plafond autorisé. Donc là, en termes de contrôle, qu'est-ce qu'on peut concrètement faire pour tenter quand même de se donner les moyens de... Oui, alors je ne pense pas qu'on soit en désaccord sur le mais diagnostic, c'est une question... en plus, je pense que c'est vraiment une question de présentation, parce que par ailleurs, les recommandations que j'ai présentées seraient des réformes qui changeraient complètement, en fait, la façon de contrôler et d'assurer la transparence. Donc les réformes qu'on appelle sont des réformes ambitieuses. Et alors, autant... Et ce qui vous semble, par exemple, le plus important, ça serait cette déclaration quasi en direct
des budgets engagés, Voilà, alors des dépenses engagées. C'est ça, mais assurer, donc vraiment commencer par assurer une transparence sur les flux entre les partis. Et par parti, on n'entend pas que les grands partis, Il y a les mais micro-partis. également les micro-partis. Voilà. Il y a 451 micro-partis en France, dont un quart environ, un peu plus d'un quart, ne transmettent pas leurs comptes à la Commission nationale des comptes de campagne. Il y a, Et pourquoi Pourquoi alors, ça Ils va sont de pas raisons. obligés, ils sont pas... Alors voilà, c'est ça. Il y a des sanctions, mais les sanctions, ça va être notamment de couper l'accès au financement public. Mais il y a beaucoup de partis qui n'en touchent pas parce qu'ils n'ont pas d'élus. Donc, c'est une sanction qui est un peu virtuelle. Voilà, alors, ça dépend lesquels. Il y a toute situation. Hein. Ça va du micro-parti Jeanne à des micro-partis éphémères pour une campagne, notamment par exemple dans des petites communes où il n'y a pas forcément de compte de campagne, dans le but de pouvoir recevoir des reçus fiscaux, etc., mais qui, derrière, n'ont même pas les moyens d'avoir un commissaire aux comptes. Enfin, ça va de cette situation qui n'est pas souhaitable, mais ne revêt pas un caractère, c'est pas de la corruption masquée pour autant, à des problématiques beaucoup plus compliquées et qui, là, vont entraîner un contournement de la législation et de l'esprit de la législation. Donc, dans les micro-partis, clairement, il y a un peu de tout et il y a de vraies réformes à conduire. Mais encore une fois, le sujet, c'est certainement le sujet prioritaire, c'est certainement à la fois la transparence, mais aussi de mieux pouvoir contrôler les flux entre les comptes des partis et les comptes de campagne. Il y a eu des choses qui ont été faites au cours des quelques années écoulées. Encore récemment, une proposition de loi, la législature, le Parlement s'est terminé sur une proposition qui permet d'avoir un début de transparence sur les flux, mais on est encore loin du compte. Et sur le renforcement du contrôle, des capacités de contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne, on attend encore, on peut le dire, des réformes. Et autant Transparency International dresse un bilan globalement positif de ce qui a été fait sous ces 5 dernières années en matière de transparence de la vie publique en général, avec la haute autorité pour le parquet financier, etc. Ouais. Autant sur l'aspect financement de la vie politique, le bilan qui est dressé est quand même mitigé pour les raisons que je viens d'évoquer. Voilà. Alors, dans tout ce paysage politique, il y a un parti à part qui est le Front National. Et Marine, tu as beaucoup enquêté sur son financement en révélant les premiers prêts russes. Et puis dernièrement, en révélant un nouveau protocole de prêt, un prêt de 3 millions d'euros. Ça a été discuté en juin, adopté à l'unanimité. Le principe en a été adopté à l'unanimité du bureau politique du Front National en juin dernier. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du financement de la campagne présidentielle de Marine Le Pen ? Justement, pas grand-chose. C'est-à-dire que l'année dernière, à la même époque, on avait énormément de bruit médiatique autour de la question du financement du Front National. Le Front National a mis en évidence ces 45 lettres qu'il aurait envoyées, selon lui, aux banques françaises en France, aux banques françaises à l'étranger. Et puis, ils ont expliqué qu'ils avaient fait chou blanc. Et c'est intéressant la chronologie parce que ça, c'était entre mars et mai. Et au mois de juin, il y a ce document, effectivement, qui a été signé de la main de Marine Le Pen, qu'on a révélé il y a 10 jours. On voit que Marine Le Pen, justement, était emprunteuse de 3 millions d'euros à nouveau d'une banque russe, la Strategia, banque moscovite également. C'est le 3e prêt russe, on en a révélé déjà 2 sur Mediapart. Un premier pour le Front National de 9 millions d'euros en 2014, et puis un deuxième pour le micro-parti de Jean-Marie Le Pen, mais qui a servi à financer les élections européennes du Front National, 2 millions. Donc au total, on est sur 11 millions déjà obtenus de fonds russes, et puis maintenant, un document qui montre que Marine Le Pen était emprunteuse de 3 millions d'euros. Et puis c'est vrai que depuis, il y a une sorte de silence de Marine Le Pen sur le sujet. On a eu un petit peu quelques remarques au mois de janvier en disant qu'elle cherchait encore de l'argent. Entre-temps, qu'est-ce qu'elle a obtenu ? Elle a obtenu 6 millions d'euros de prêts de Cotelec, le micro-parti de son père. Donc c'est Jean-Marie, malgré leur brouille, Jean-Marie Le Pen prête 6 millions d'euros pour la campagne de sa fille. On voit que si publiquement il y a des désaccords politiques qui valent à Jean-Marie Le Pen d'être évincé du parti, on voit que l'argent continue en revanche d'alimenter les campagnes du Front National, puisque Jean-Marie Le Pen continue de financer la campagne de sa fille. Et là-dessus, c'est un intérêt financier mutuel. Jean-Marie Le Pen, il engrange des intérêts, puisque le taux, il est de 6%, le taux de ce prêt. Ouais. Et puis de l'autre côté, Marine Le Pen, en réalité, elle peut pas se financer, dit-elle, sans ces fonds de son père.
bancaire. Parce que c'est une avance, en fait, puisque l'État remboursera Voilà, derrière, et donc exactement. elle remboursera son père qui, au passage, se fera pas mal d'argent à 6% d'intérêt. Le problème du Front National et des campagnes de Marine Le Pen, c'est le problème, ce sont les avances de trésorerie. Et c'est la même histoire que dans l'affaire Jeanne, qui vaut aujourd'hui au Front National d'être envoyé en correctionnel, et puis qui fait d'ailleurs l'objet d'une deuxième enquête. Il y a Jeanne 1, si on peut dire, qui est renvoyée en correctionnel, et puis il y a Jeanne 2, qui a été ouverte à l'automne dernier, et qui porte à nouveau sur la suite des campagnes avec le même système mis en place par Marine Le Pen et ses proches, c'est-à-dire qu'ils essaient d'avoir à chaque fois un financement des avances de trésorerie qui viennent, en l'occurrence dans Jeanne, d'une agence qui s'appelle Riwal, qui est aux mains de Frédéric Chatillon, dont on a beaucoup parlé à Mediapart. Et là aussi, la justice s'y intéresse parce qu'elle dit, mais est-ce qu'on n'a pas un financement déguisé? Est-ce qu'on n'a pas des dons déguisés, que ce soit avec les avances de trésorerie de Frédéric Chatillon au micro-parti de Marine Le Pen, 8,9 millions en 2012, jamais moins d'1 million. C'est constamment des crédits fournisseurs, mais qui intéressent aujourd'hui la justice, de la même manière que cette agence a mis un certain nombre de cadres du Front National dans la campagne en les finançant sur Riwal. Ouais. Donc il y a des duplicopieurs, les photocopieurs qui ont été mis à disposition par Riwal. Donc est-ce qu'il y a un financement déguisé de ce micro-parti par Riwal? Est-ce qu'on a longtemps dit que Jeanne était un peu le vrai financier du Front National? C'est surtout, en fait, en amont qu'il faut regarder, c'est Riwal qui, par Jeanne, peut financer les campagnes de Marine Le Pen. Donc on voit que Marine Le Pen, elle agite beaucoup cet argument de dire mais les banques françaises ne me prêtent pas. En l'occurrence, c'est sans doute vrai. Est-ce qu'on en est sûr déjà voilà. de Alors, ça là-dessus, elle n'a pas publié toutes les lettres envoyées aux banques. La question qui se pose, c'est est-ce qu'effectivement elle a contacté autant de banques qu'elle le dit? La deuxième question, c'est est-ce qu'elle a proposé des conditions qui étaient acceptables? Certains là-dessus en doutent. Et ça, là-dessus, elle n'a fait aucune transparence. Elle n'a fait aucune publication des courriers. Il y a eu 4 courriers qui ont été publiés au moment de la révélation des prêts russes, mais on est loin de dizaines et dizaines de courriers. Après, c'est vrai que ça pose un vrai problème. Est-ce qu'elle peut ou pas financer sa campagne? C'est un problème démocratique. Le Front National, lui, propose que ce soit un organisme indépendant, la Caisse des dépôts, voilà, qui puisse financer la campagne. C'est une proposition que Marine Le Pen a faite plusieurs fois. Mais pour revenir à la Russie, la question derrière, c'est que si elle a demandé effectivement 3 prêts à la Russie, ça pose un problème d'ingérence dans la politique française, dans la campagne française et dans la sienne, puisqu'à chaque fois, c'est toujours des fonds russes qui viennent. On nous a annoncé beaucoup au Front National... Ce qu'on comprend tout de même, c'est que c'est des prêts, en tous les cas, les premiers prêts, les remboursements n'ont toujours pas débuté. Pourquoi? Parce que les banques qui prêtent, et je dirais que c'est un grand classique russe dans les montages d'affaires en Russie, les banques qui prêtent sont ensuite mises en liquidation. Et donc, les créances sont redistribuées et vont de société en société en société. Oui, tu as expliqué qu'une des créances du fameux prêt de 9 millions se retrouvait dans une obscure société de location de voitures dans la banlieue moscovite. On se demande pourquoi. Et donc, évidemment, la question qui est posée, c'est est-ce que ces prêts ne sont pas des dons déguisés? Et est-ce qu'il y aura un jour véritablement remboursement? Alors effectivement, là-dessus encore, sur les prêts du Front National, que ce soit le premier prêt de 9 millions ou le deuxième, en tout cas la demande de prêt qui a été faite par Marine Le Pen de 3 millions, on voit qu'il y a un point commun, c'est qu'à chaque fois, les banques, elles perdent leur licence bancaire. Et avec Agathe Duparc, on a beaucoup travaillé justement sur un petit peu le profil de ces banques. La première banque, la First Czech Russian Bank, le prêt de 9 millions d'euros de 2014, cette banque, elle a aujourd'hui des ennuis judiciaires, donc elle a fermé, elle a été mise en faillite, elle a perdu sa licence, et puis ses dirigeants, ils sont au cœur d'une grande enquête en Russie aujourd'hui, notamment l'un des vice-présidents de la banque qui est accusé de détournement de fonds. Et puis Stratega, la banque qui voulait prêter les 3 millions l'année dernière, là aussi, même profil, une banque assez opaque, au profil douteux, qui a perdu sa licence 1 mois après avoir signé ce document de prêt, ou en tout cas Marine Le Pen, elle, l'a signé. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la destination des fonds, parce qu'effectivement, les Russes étaient prêts à prêter 3 millions de la Stratega au Front National, mais derrière, il y a un autre document qui a été transmis aux Russes dans le cadre de cet accord, c'est une convention entre Marine Le Pen et le Front National, du même montant, 3 millions, c'est-à-dire qu'en fait, c'était pour montrer aux Russes que cet argent, 3 millions qui allait au FN, allait bien être prêté derrière à la campagne
de Marine Le Pen. Donc on voit qu'il y a une volonté assez claire des Russes de vouloir financer la campagne présidentielle de Marine Le Pen, puisque là, c'était très clairement expliqué sur ce document. Et effectivement, le profil des banques et puis le fait qu'elles perdent leur licence bancaire à chaque fois que les prêts soient repris par une autre banque, à chaque fois, ça pose question. Est-ce que finalement le Front National va rembourser ses prêts? Nous, on a posé 100 000 fois la question avec Agathe Duparc au Front National, on n'a aucune réponse. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le trésorier du FN a dit que le premier prêt de 9 millions serait remboursé en 2019, donc on n'y est pas encore. En 2019, d'accord. Et que d'ici là, il remboursait, il s'acquittait juste des intérêts. Donc on est loin des 9 millions rendus là-dessus. Il s'acquitte auprès du garage, de la question de voiture. Justement, là-dessus, même chose. On a posé la question, on n'a aucune réponse. On a juste une réponse du trésorier du trésorier du FN qui dit oui, on va s'en acquitter et on rembourse les intérêts. À qui? On ne sait pas. Quel échéancier? On ne sait pas. Il n'y a vraiment aucun désir là-dessus de communication, de transparence du FN. Alors, transparence, Mathilde, du coup, si on regarde, qu'est-ce qui a été fait depuis 2012, sous le mandat de François Hollande? Vous l'évoquiez, mais quelles sont un peu les mesures les plus fortes qui ont été prises? Mais l'histoire des emprunts russes, c'est intéressant parce que c'est symptomatique de l'attitude du législateur. Parce qu'il avait été question à l'époque de la création d'une commission d'enquête, que le Parlement aille vérifier tout ça, interroge les représentants du Front National, etc. Il y avait des députés socialistes qui étaient très allants pour réclamer cette commission d'enquête. Et l'idée a été tout bonnement enterrée par le groupe socialiste. Il ne faut pas faire de vagues, etc. Alors qu'il y avait des propositions, y compris chez les Républicains, de dire il faut en tirer la leçon sur le plan législatif en interdisant les emprunts à l'extérieur de l'Union européenne. Il y avait des idées, effectivement, de est-ce qu'il ne faudrait pas que la Caisse des dépôts, une banque publique... Enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient sur la table. Tout ça a été vite mis sous le tapis. Pourquoi ça a été poussé sur le tapis comme ça? Finalement, l'absence de contrôle suffisant, de plus d'encadrement, ça arrange un peu tout le monde, y compris le Parti socialiste. Et donc, on a fait un article dans Mediapart récemment pour dénoncer l'immobilisme coupable du PS sur ces sujets. Parce que si on fait le bilan, il est assez vite fait, en fait. Il y a eu quelques retouches techniques, c'est vrai, mais aucun projet de loi gouvernemental, d'abord. Ça a toujours été des initiatives de parlementaires isolées. On a eu, en 2013, à l'initiative, je crois, des écologistes, d'ailleurs, un encadrement des dons pour éviter qu'il y ait plusieurs fois 7 500 euros à plusieurs micro-partis. Maintenant, c'est 7 500, tout compris. On sait bien, ça n'a pas empêché l'explosion qui continue des micro-partis. C'est la première chose. Ensuite, après l'affaire Big Malion, il y a eu une proposition de loi adoptée qui donne quelques petits pouvoirs supplémentaires à la commission indépendante. Elle va pouvoir, c'est une réponse aux fausses factures de Big Malion qu'elle n'avait pas du tout vues, qu'elle avait complètement ratées, faire appel à des experts extérieurs qui vont pouvoir lui dire si tel prix pour une vidéo, pour la scène, ça correspond à peu près au marché. Oui. Voilà. Donc ça, ils sont en train de le mettre en place, mais ce sera de toute façon toujours a posteriori. Elle a le droit aussi, vis-à-vis des comptes des partis politiques, de demander au trésorier des pièces comptables. Ce n'était pas possible jusqu'à présent. Il y avait que les commissaires aux comptes des partis qui contrôlaient vraiment les comptes. Maintenant, elle peut demander des pièces, des documents, la convention d'emprunt vis-à-vis de la banque russe, au FN, etc. Bon, mais le législateur, a oublié de prévoir une sanction quand le trésorier refuse de donner les pièces à la commission. C'est dommage, c'est ballot. Bon, et tout est comme ça. Bon, effectivement, il y a eu encore en mars, je crois même que c'est le dernier texte définitivement adopté par le Parlement, une proposition de loi qui prévoit la transparence sur les emprunts faits par les partis et les candidats. Donc, on saura enfin, mais seulement à partir de 2018, combien et à qui emprunte le Front National, combien et à qui emprunte l'UMP ou les Républicains, parce que je rappelle que Mediapart a aussi révélé que l'UMP, sous Jean-François Copé, avait emprunté 500 000 euros après la débâcle de 2012 et de Sarkozy, auprès d'un industriel français, M. Savard. Donc c'est vrai qu'il y a des relations comme ça. Bon, ça, c'était totalement inconnu, puisqu'il n'y a pas de publicité et de transparence sur les emprunts. Donc maintenant, ce sera fait. Mais enfin, on est très, très loin de ce qui aurait pu être fait. Je donne juste quelques exemples. Des choses qui ont été proposées, soit par des élus de gauche, de droite, par la Haute Autorité pour la Transparence, par Anticor, par Transparency, juste 4-5 exemples, des idées qui n'ont même pas été discutées une seconde à l'Assemblée nationale. Confier le contrôle des comptes des partis politiques à la Cour des comptes. Jean-Louis Nadal, le président de la Haute Autorité pour la Transparence, dit il faudrait faire ça. Gilles Carrez, les Républicains,
rapporteur Ça, de la c'est par Commission des exemple une Finances, l'a proposition que vous proposé. reprenez à Transparency Oui, sur un enfin, contrôle pas par la Cour des directement, comptes. Ça pourrait être la Cour ouais. des comptes, oui. Ça pourrait Il y a être des professeurs de droit public qui ont dit Ouais. mais soumettons les partis politiques au Code des marchés publics. Après tout, plutôt qu'il y ait des liens incestueux avec certaines entreprises comme Big Malion, d'événementiel, etc., il faudrait, comme pour une collectivité, un appel d'offres, une mise en concurrence, etc. Des députés ont proposé d'aggraver les sanctions en cas de non-respect de toutes ces règles. On pourrait faire la transparence aussi sur les noms, l'identité des prestataires des partis politiques pour éviter une affaire Big Malion bis, interdire aux partis de faire des marches commerciales. Ça renvoie là aussi à l'affaire Front National. Bon, rien de tout ça n'a été fait, ni même discuté. Voilà. Et il y a un jeune député socialiste, Romain Collas, qui avait fait toute une mission d'information, entendu plein de gens, rédigé une proposition de loi. Son groupe lui avait fait des promesses sur le fait qu'elle serait inscrite à l'ordre du jour. Ça n'a jamais été le cas. Quelle est l'autre réponse à cette difficulté que le Parti socialiste n'a pas jugé utile de légiférer, tout simplement parce qu'il n'y avait pas intérêt. C'est bien mieux de faire ça entre nous et avec l'opacité. Oui. Pour compléter peut-être, c'est vrai que les partis politiques aujourd'hui reçoivent de l'argent public. Le système de financement est basé là-dessus, sans contrôler. Effectivement, une grosse association, grosse fondation qui reçoit des subventions publiques fait l'objet de contrôles hautement... alors, voilà, même une ONG comme Transparency a certainement des règles plus strictes qu'un parti politique. Donc ça pose de vraies questions. Et même juste qu'en 2012, au moment de l'affaire Big Malion, l'UMP est majoritairement financé par des fonds publics. Hein. C'est 51%, je crois, de ces recettes. C'est vraiment l'équilibre. Tout est fondé là-dessus. Et même le contrôle des commissaires aux comptes, c'est un contrôle qui est essentiellement formel et comptable, mais qui ne porte pas sur la bonne gestion, voilà, c'est pas un contrôle des comptes comme ce que fait un commissaire aux comptes sur une entreprise, par exemple. Non, c'est vraiment sur voilà, la présentation des comptes. Et la Commission nationale des comptes de campagne ne peut pas porter atteinte au secret professionnel. Enfin, le secret professionnel n'est pas délié sur demande de la Commission des comptes de campagne, qui, alors oui, certes, désormais, elle peut demander effectivement des pièces aux partis sans qu'il y ait de sanctions derrière, mais ça reste toujours du contrôle sur pièce. Il n'y a pas de contrôle sur place. C'est-à-dire que la Commission des comptes de campagne, qui de toute façon aurait un problème de moyens, il y a en effectif permanent moins d'une cinquantaine de salariés permanents dans cette commission. Ce qui pose un vrai problème dans les pays qui sont plus avancés en termes de transparence. On est sur des effectifs plus importants. Et donc, elle ne peut pas toquer à la porte d'un parti ou d'un QG de campagne pour faire des contrôles sur place. Donc, ça signifie que... Alors, et même, ils ne peuvent pas aller... donc, il y a une jurisprudence constitutionnelle qui stipule que, du coup, la Commission ne peut pas envoyer un expert en amont d'une campagne pour vérifier la cohérence des dépenses, etc. Donc, ils fonctionnent de manière... alors, ils font un travail quand même avec leurs moyens importants, mais qui reste artisanal. Par exemple, ils vont, via des revues de presse, collecter un maximum d'informations en amont. Pour voir. Voilà, pour essayer repérer les réunions publiques des soutiens de François Fillon et Emmanuel Macron. Derrière, a posteriori, faire des contrôles. Donc, clairement... Donc ça se passe toujours comme ça aujourd'hui. Ça, c'est ce que je vous décris, c'est la situation actuelle. D'où, en fait, l'importance de mettre en œuvre tout ce qu'on a pu dire, qui sont des réformes vraiment de grande ampleur, qui sont appelées. Parce que tant qu'on ne fera pas ces réformes donc de transparence et de renforcement des contrôles, il y a des règles, des méthodes de contournement de la législation qui fonctionnent et qui sont difficiles à interrompre. En fait, en même temps, à cette faiblesse des contrôles répond une faiblesse de la justice, parce que quand on voit l'affaire libyenne 2007, ça fait 10 ans, et on avance... Pour bien qu'on conçoive, on l'a rendu public il y a quelques jours, il y a eu un courrier historique dans l'histoire policière de l'Office central anticorruption, qui est le service d'élite policier de la lutte contre la corruption, qui est à Nanterre, en banlieue parisienne. Et 25 fonctionnaires de l'Office ont fait un courrier au directeur de la police pour dire on n'en peut plus.
Ça n'est jamais arrivé. C'est pas dans la culture de ce type de service, pas du tout. On n'en peut plus du manque de moyens, on ne peut plus remplir notre mission, on n'en peut plus de la déconsidération de la haute hiérarchie policière de notre travail, parce que quand tu es policier et tu lèves 10 kilos de cocaïne ou du trafic de stupéfiants, le ministre de l'Intérieur, il vient se faire prendre en photo sur la table devant les palettes de coke, etc. Quand tu fais tomber un ancien Premier ministre, un ancien ministre de l'Intérieur dans des affaires de corruption, il n'y a pas de promotion pour toi dans la hiérarchie policière. Au contraire. Bon. Et plus les pressions politiques auxquelles on a pu assister, ne serait-ce que dans la parole d'une Marine Le Pen qui va dire les fonctionnaires qui osent enquêter sur elle, elle saura s'en rappeler, ou un François Fillon qui ne cesse de dénoncer le coup d'État institutionnel, le cabinet noir et les Illuminati derrière ces ennuis. Ils ont dit on n'en peut plus. Pour donner un exemple et répondre à ta question, François, aujourd'hui, il n'y a pas dans ce service, qui est pourtant le service d'élite, un policier détaché à temps plein sur une affaire. Il n'y a pas un policier qui passe ses journées entières sur une seule des affaires dont nous parlons. Bon, donc l'idée selon laquelle il y aurait des locaux confidentiels à Paris avec une escouade de 20 enquêteurs qui pendant 3 ans à temps plein sous l'autorité d'un procureur et d'un juge ou de plusieurs travaillent sur les financements libyens avec l'argent qui bondit de compte en compte offshore de tel pays, etc. Ça n'existe pas, ça. Donc que les affaires existent, ça montre le dévouement de ces gens. Mais c'est vrai que du point de vue du citoyen, c'est insupportable. On est dans une précarité judiciaire dont la pédagogie est absolument nulle. Comment considérer que maintenant 10 ans... C'est le procès Karachi, où là, ça va être Karachi, ça va être... Si le procès a lieu, parce qu'on est encore dans des voies de recours... 23, 24 ans. On est encore dans des voies de recours où on ne sait pas si le procès va avoir lieu. Et si le procès il a lieu, ce n'est que celui des seconds couteaux. Du directeur de cabinet, du conseiller politique, du porteur de valise, etc. Celui qui a la responsabilité politique, il est protégé par cette espèce de territoire, de cette extraterritorialité judiciaire qui est la Cour de justice de la République, et dont on a vu que quand elle ose condamner quelqu'un, confère l'affaire Tapie-Lagarde, Lagarde est reconnue coupable, mais elle est dispensée de peine. Pour une négligence qui a coûté 400 millions aux contribuables. Bon, de ce point de vue-là, si on met tout bout à bout de ce que nous avons dit, bien sûr, il y a eu des évolutions sous le quinquennat de François Hollande, la création de la haute autorité, le parquet national Surtout financier. sur la transparence des élus. Oui, mais et finalement, c'est ça, ce que vous dites, c'est très contrasté, où de vrais efforts ont été faits sur la transparence des patrimoines et des revenus des élus. Parce que l'affaire sur les partis, oui, mais parce que l'affaire Cahuzac. Mais sur les partis, sur les groupes parlementaires, etc., là, on reste... Il y a eu l'affaire Big-Malion et l'affaire des financements du Front National. Donc là, c'est pire même que ce qui a pu exister par le passé. C'est-à-dire que là, il y a eu 2 énormes affaires et le législateur n'en a tiré aucune conséquence, aucune leçon. Et juste pour rappeler ce que risque Nicolas Sarkozy, si jamais il est effectivement renvoyé devant le tribunal, puisqu'il conteste devant son renvoi devant la chambre d'instruction, il risque quelques milliers d'euros d'amende. C'est-à-dire que le législateur, dans le code électoral, a prévu des sanctions hyper faibles, au fond, pour un candidat à la présidentielle qui ne respecterait pas cette règle basique du plafond. Et juste pour terminer, il y a quand même quelque chose d'un peu pervers, c'est ce que disait Elsa tout à l'heure, le gagnant de la présidentielle qui n'a pas respecté le plafond. Il risque au mieux une sanction financière, et encore, elle sera en réalité supportée par son parti politique. Donc, franchement, ça vaut le coup de perdre 10 millions ou 11 millions d'euros si on gagne la présidentielle. Mais c'est tout. On est protégé pénalement. En plus. Parce que pendant 5 ans, on est protégé pénalement. C'est tout bénef. Mais l'élection n'est pas annulée. Juste dire que quand même, la commission Jospin, qui avait réfléchi sur la réforme des institutions, disait il faut absolument, c'est une question démocratique importante, prévoir un mécanisme de sanctions politiques en cas d'un président élu après une triche, et donc proposer un système de destitution par le Parlement. Et sur le principe, c'était quoi? De la rupture d'égalité entre candidats, finalement? Parce que quand on voit Sarkozy qui fait une campagne à 42 millions d'euros en 2012... Au moins. C'est ce qu'on a trouvé. C'est ce qui est établi, mais... Disons qu'il y a aussi des peines éventuellement d'inéligibilité, etc. qui peuvent être... C'est par définition difficile de rendre inéligible quelqu'un qui a été élu. Et si, dans d'autres élections, cantonales ou autres, l'élection est annulée. Bien sûr, pour la présidentielle, sauf la présidentielle. Et dans certains cas, ça peut poser des problèmes, notamment quand c'est des invalidations pour des questions parfois formelles. Les rejets des comptes de campagne, c'est parfois des choses graves, parfois des choses... Surtout dans les collectivités locales. On va dans un échelon
Et ça pose quand même des questions des démocratiques, donc a fortiori pour l'élection centrale, présidentielle. Très rapidement, Marine, donc le Front National est sous le coup de 6 enquêtes judiciaires. 5, alors 5. Une nouvelle maintenant qui vise David Racheline, c'est tout récent, mais si on enlève les enquêtes qui visent précisément des élus, le Front National, Marine Le Pen ou ses proches sont visés par 5 affaires judiciaires. Il faut savoir que toutes les campagnes de Marine Le Pen, depuis qu'elle est à la tête du Front National, depuis 2011, font l'objet d'une enquête judiciaire. Donc elle estime que le système qu'elle a mis en place de financement de sa campagne est tout à fait légal, puisqu'elle continue à le mettre en place avec les mêmes intermédiaires, le micro-parti Jeanne, l'agence Riwal, et quand c'est plus Riwal parce que son contrôle judiciaire ne lui permet plus de travailler avec le FN dans le cadre des élections, c'est Frédéric Chatillon en son nom propre. Donc on voit que tout est fait pour contourner de toute façon là-dessus la loi ou les règlements, puisque elle estime que c'est tout à fait légal. Et donc chacun des scrutins a donné lieu à enquête, à déclenchement d'une enquête. Européenne, sénatoriale, départementale, présidentielle, toutes les campagnes depuis qu'elle est à la tête du FN. Bien, écoutez, merci beaucoup.